Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler des 5 meilleures actions PE à acheter tout de suite, qui représentent d'après moi un potentiel énorme. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement. Et puis dans cette vidéo, on va parler qualitativement et non pas quantitativement de ces actions. On va parler de leur domaine, des catalyseurs et impulsions possibles pour leur business en ce moment. Et puis, je vous laisserai faire vos devoirs tout seul, aller revoir les ratios, revoir les valorisations. Et si vous êtes intéressé pour que je valorise une de ces 5 actions spécialement dans une vidéo, mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Merci d'avance. Donc, ce type de photo, vous l'avez vu circuler dans les réseaux sociaux et dans les infos, c'est Trump au Moyen-Orient. Donc, il a fait les Émirats Arabes Unis, il a fait le Qatar et l'Arabie Saoudite. 3 pays très très riches, comme vous le savez. Du coup, on a un petit résumé de ce qu'a fait Monsieur Trump. Il a ramené 2 trillions de projets pour ces entreprises américaines. Contrairement à ce qu'on peut croire, 2 trillions, c'est pas l'argent qu'il a eu lui, mais 2 trillions, c'est l'argent que les entreprises américaines vont sûrement avoir parce que les fonds saoudiens, qatariens et émiratis vont investir dans leur propre infrastructure. Par contre, les marchés seront pris et remportés par les entreprises américaines. Sauf que nous, en Europe, on a des acteurs incontournables dans la chaîne de valeur. Là, on est en train de voir le prince Ben Salman avec Trump, en train de discuter une infrastructure énorme énergétique en Arabie Saoudite. Donc on commence tout de suite par le plus évident des 5, ASML. ASML, une entreprise hollandaise basée à Amsterdam dans le secteur des semi-conducteurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, cette entreprise-là, c'est le fondement des semi-conducteurs. C'est la base, c'est le début du début du début. On n'a pas de semi-conducteurs sans ça. Donc je vous explique. Vous voulez faire par exemple, disons un téléphone. Pour faire un téléphone, on remonte du bas. Téléphone, celui qui le fait, c'est le constructeur du téléphone, c'est l'assembleur. Il prend l'écran, il prend la carte mère, il prend les portes, il rassemble ça et il le vend. Mais avant lui, il y a l'équipementier qui fournit le microprocesseur, qui fournit l'écran, qui fournit le câblage. Donc on a dans ce domaine-là, par exemple Apple qui fait tout en interne, on a Samsung, on a les sociétés chinoises, et pour certains équipements sophistiqués, on a Qualcomm par exemple. Si on remonte en aval, donc en amont, pardon, donc les microprocesseurs, le chip, c'est Qualcomm qui s'en occupe spécialement. Mais Qualcomm ne fabrique pas elle-même le chip, le semi-conducteur qui est le processeur, le CPU dans ce cas-là. Par contre, Qualcomm fait la conception et le design. Et elle fait la commande à un fondeur, une usine qu'on appelle une fonderie. Cette fonderie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réalise le design et la conception commandés par Qualcomm. Donc, une fonderie comme Intel, TSMC, et on en a d'autres. TSMC, la plus grande, pour faire ce qui est demandé, elle a besoin de machines de lithographie. Ces machines de lithographie sont faites par ASML. Donc on a refait une petite chaîne de valeur. J'ai fait d'ailleurs une vidéo, je vais essayer de vous mettre le lien en description pour la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Donc ASML est au tout début. On fait les machines qui nous permettent de faire des semi-conducteurs. Les fonderies nous les achètent. Les fonderies nous les achètent. Donc non seulement on vend les machines de semi-conducteurs, mais on vend aussi l'entretien et la maintenance. Ces machines-là, leur coût d'entretien est très élevé et ASML a le monopole. Donc on a Canon et Nikon, c'est des 2 japonaises, mais elles sont très très loin derrière. Donc les machines d'ASML ressemblent à ça, c'est des énormes machines qui coûtent entre 150 et 300 millions de dollars la machine. Donc ils ont 2 technologies en gros, DUV et EUV. DUV c'est Deep Ultraviolet. Donc c'est l'ultraviolet profond. EUV c'est la pointe de la pointe, c'est Extreme Ultraviolet. Donc c'est le max qu'on puisse avoir. Donc les EUV ressemblent à ça. Donc ça ressemble à ça. Et puis voilà, je vous ai trouvé un graphique qui résume un petit peu la dominance d'ASML. En fait, la ligne rouge, ça symbolise la maturité technologique d'ASML par rapport au temps et par rapport à la pointe de la technologie. Donc les Japonais ont été les leaders dans la tech, c'était toujours eux, avec les Américains. Puis les Américains ont été largués par les Japonais. Et puis là, c'est la précision, c'est la précision de la technologie. Donc plus les chips sont petites, plus on avance, plus on peut faire des trucs
light, slim, petit et plus fort. Donc, plus la technologie avance, plus on peut faire des trucs plus petits. Plus la technologie avance, plus petit, nanana, nanana, et puis ASML qui largue tout le monde, les Japonais qui restent là. Donc on peut voir que Nikon et Canon sont complètement largués par ASML. Aujourd'hui, il y a des tentatives de détournement de cette technologie qui est la lithographie par les Chinois, par un autre procédé, mais qui n'est absolument pas scalable pour l'instant. Donc, tous les milliards qu'NVIDIA et que AMD ont gagnés en Arabie Saoudite, par exemple, ça ne représente que des commandes en plus pour TSMC, qui ne représente que des commandes en plus pour ASML. Parce que ASML, c'est, je répète, celui qui fait la maintenance, celui qui vend les équipements de tout ce qu'il faut pour faire des semi-conducteurs. Donc voilà le cours de bourse depuis un an, il est toujours en chute. On nous a proposé cette entreprise magnifique à moins de 550 € pendant la crise d'avril. Donc rendez-vous compte, les gars. Et je dis n'importe quoi, ça a même été proposé à 508. Ouais, c'est descendu jusqu'à 508, j'arrive pas à croire. Donc, ceux qui l'ont acheté à 508, bah bravo, vous êtes déjà très très haut. Mais même au cours actuel, je trouve que c'est sous-évalué, cette entreprise vaut 800 € facilement. Je vous laisserai faire les devoirs, je vous laisserai faire la valorisation, prendre la moyenne historique d'ASML sur le PER, voir le carnet de commandes, etc., etc. C'est une entreprise volatile, comme tout le secteur des semi-conducteurs, donc elle peut baisser pour remonter plus tard. Mais bon, c'est une entreprise que je trouve sous-évaluée et qui aura le vent en poupe. Deuxième entreprise, Schneider Electric. Alors, Schneider Electric, elle fait ça. Ou encore ça. C'est à quoi ça ressemble de l'extérieur. Donc ça, c'est quoi? C'est un data center. Qu'est-ce que c'est qu'un data center? C'est une chambre où il y a des puces qui transforment l'énergie en données. Donc, Google, Amazon, Microsoft, toutes les grandes tech, Tesla, tout ce que vous voulez, sont en train de construire des data centers énormes pour pouvoir faciliter les infrastructures, pour pouvoir faciliter et agrandir les infrastructures pour tout ce qui est intelligence artificielle, pour tout ce qui est hub d'énergie, pour tout ce qui est traitement de données et gestion du cloud. Tout ça, certes, est fait à partir de semi-conducteurs, c'est pour ça qu'NVIDIA s'en occupe, donc sur une certaine mesure ASML aussi, mais qui fait l'installation, la gestion d'énergie, le software et le dimensionnement de tout ça? Ben, c'est Schneider Electric, société française qui est très exposée à l'international, qui vient de faire 12 ou 13% de croissance en Asie sur le premier trimestre et 9 ou 8% aux États-Unis. Donc, entreprise incroyable qu'on a en France, qui fait des centres de données, ça ressemble à ça. Donc, même chose, hein, c'est une entreprise qui est aussi positionnée sur l'industrie, donc l'automatisation, tout ce qui est usine. Donc, quand ça repartira, parce que là, ça a fait 0% de croissance sur le trimestre précédent, parce que l'Europe est faible. Quand ça repartira en Europe, quand les Chinois reprendront après cette grosse anomalie des douanes, et quand les business aux États-Unis auront plus de visibilité, l'industrie repartira, la partie automatisation remontera, la partie infrastructure énergétique data center est déjà très en croissance, donc le business de Schneider Electric a un avenir prometteur. Donc j'adore cette entreprise, je suis en train de renforcer en ce moment. Le cours de bourse, même s'il a repris des couleurs, il est toujours en baisse depuis un an. Rendez-vous compte, en avril, c'est descendu jusqu'à 171. Les gens disent que c'est surévalué, nanana, mais c'est une entreprise qu'on doit valoriser comme une entreprise américaine. Parce que c'est une entreprise tout simplement qui est exposée en Asie, aux États-Unis et un petit peu en Europe, et même pas en France en fait. C'est très rarement qu'elle ait des activités en France. Et puis les activités en France ne sont pas critiques et pèsent très peu dans le chiffre d'affaires. Donc un PER de 30 pour une croissance de plus de 10%, voire 15% par an, avec des capex light, pas beaucoup de réinvestissement, avec des programmes de rachat d'actions et tous les projets qui sont en train d'être annoncés en ce moment dans le monde, Schneider Electric est un acteur incontournable. Donc rendez-vous compte, même dans les programmes de maintenance des infrastructures pour l'énergie nucléaire, Schneider Electric est là aussi pour la gestion de l'énergie et l'automatisation des process. Schneider est partout, là où il y a de l'industrie et l'infrastructure. Donc non seulement le plan de relance allemand aussi lui donne un petit peu de croissance, mais franchement beaucoup de débouchés, j'aime bien cette entreprise. Troisième entreprise, donc on a parlé des semi-conducteurs,
de celui qui gère les infrastructures. Maintenant, il faut parler de l'énergie. Donc, pour faire tourner tout ça, on a besoin d'énergie. Il faut savoir que Total Energy, mon entreprise préférée, ne fait pas que ça. Mais là encore, bien sûr, quand je dis ça, c'est une station-service, c'est le pétrole, c'est la vente de pétrole, mais la distribution de pétrole surtout. Ils ont aussi des activités de raffinage. Mais ce que j'aime en ce moment, c'est la diversification de Total dans tout ce qui est énergie. Vous n'êtes pas en train de calculer dans vos modèles le fait que Total est en train de prendre un tournant utility. Total va devenir une utility. Total va devenir une entreprise productrice d'énergie qui a des contrats avec des gouvernements, qui a déjà des contrats avec des particuliers et qui crée des infrastructures énergétiques. Son business pétrolier gazier, c'est un hedge, c'est-à-dire c'est une protection contre la géopolitique, c'est une source sûre avec des coûts de production très bas, un break-even point à ne pas confondre avec un coût de production très bas également. Donc c'est une entreprise très rentable, très sous-valorisée par toutes les normes ESG qui handicapent tout ça, mais tant mieux pour nous, avec un dividende très élevé. Donc, que dire de plus? Je vous laisse faire vos devoirs concernant cette entreprise. Je l'ai valorisée dans l'avant-dernière vidéo, sous 4 modèles différents. J'en ai parlé vaguement quand elle valait 47 € pendant avril dans une de mes vidéos. Donc si vous êtes intéressé ou si vous voulez que je détaille plus cette histoire de break-even point et coût de production, parce qu'il ne faut pas confondre les deux, faites-le moi savoir en commentaire. Donc regardez-moi ce type d'infos qui sort. Ah, ça c'est le 16 mai, hein, c'est un tweet. C'est un média qui donne des infos sûres. Donc, au Dakota, ils vont arrêter des programmes d'exploitation pétrolière, enfin, c'est le régulateur qui le dit, parce que le prix est trop bas. Vous vous rappelez, j'ai parlé pendant une vidéo consacrée à Total, au tout début, je pense qu'elle faisait 7 minutes, j'ai parlé du fait que si les prix du pétrole restent très bas, il y a deux solutions. Soit les entreprises vont vendre leur pétrole en tapant dans les réserves, soit elles vont produire à perte. Sauf que si elles tapent dans les réserves, c'est pas bien, parce que l'entreprise, elle tape dans ses actifs tangibles, elle ne pourra pas continuer. Donc elle va arrêter d'en vendre à un moment. Donc dans les deux cas, soit elle va prendre des pertes en essayant de compenser dans les marges de raffinage et de distribution, mais à un moment ça va s'arrêter, c'est juste temporaire, soit elle va taper dans ses réserves prouvées, enfin pas prouvées, pardon, dans ses réserves déjà sorties, et ce qui est temporaire également. Mais dans tous les cas, elle va s'arrêter de le faire et ça va créer un choc d'offres. Les prix trop bas de façon durable vont créer un choc d'offres, surtout les Américains. Les Américains sont les premiers exportateurs de pétrole parce qu'ils peuvent se le permettre parce que le prix était très haut. Pour que l'entreprise soit rentable, donc je parle du break-even point et non des coûts de production ou d'exploitation. Le break-even point pour les entreprises américaines est autour des 60-65 $. Donc sur les 65 $, zéro free cash flow, zéro perte, zéro bénéfice. Dites-vous bien que sous ces prix-là, on est en perte. Total peut se permettre de produire avec des free cash flow, continuer à maintenir ses programmes de rachat d'actions à ces prix-là. Donc on commence déjà à lâcher aux États-Unis. Des entreprises qui lâchent choc d'offres, explosion du prix, encore une fois, Total en bénéficiera. Et en plus, ils sont en train de lourdement réinvestir pour transiter et devenir non seulement un acteur pétrolier gazier, mais aussi un producteur d'énergie. Donc les SMR aussi, Small Reactor Modular, pardon, Small Modular Reactor, donc SMR, c'est dans le petit nucléaire qui ne coûte pas beaucoup en maintenance, et dans plusieurs autres secteurs énergétiques. Franchement, société incroyable, faites vos devoirs. On a aussi certaines news qui donnent du vent en poupe au pétrole. Donc Hapag-Lloyd, c'est une entreprise de fret maritime, des bateaux qui portent des conteneurs, qui transporte des véhicules et des conteneurs, Hapag-Lloyd. Et du coup, elle voit 50% de ces conteneurs commandés depuis la Chine vers les États-Unis. En gros, le commerce reprend. On a fait une pause sur les tarifs douaniers Amérique-Chine, donc ça reprend. Donc plus de 50% de commandes en plus pour ces entreprises fret. Mais pourquoi je vous montre ça? Parce que le fret, il ne roule pas au nucléaire, ni à l'électricité, mais au pétrole. Pétrole, demande de pétrole en plus, prix du pétrole en hausse, Total Energy en profite, on prend nos dividendes, nos rachats d'actions, et on s'enrichit. Le cours de bourse est toujours en baisse depuis un an. Il a atteint l'été dernier 70 $, 70 € de mémoire. Bref, il s'en est approché. Moi, j'avais vendu justement vers les 65 à l'époque.
Là, je trouve que c'est un prix très très bien. Si ça retouche les 65, j'allègerai. Bien sûr, Total, c'est une entreprise à dividendes qui a beaucoup de plus-value à viser. Mais bien sûr, les sociétés cycliques comme ça, on va pas se marier avec. Donc, à un certain moment, on allège, on prend des plus-values, on remet quand ça baisse, et puis voilà. On remet nos dividendes également. C'est une entreprise à moins de 60 euros qui vaut le coup. À 70 euros, on allège. Donc voilà ce que j'en pense. Le cours de bourse a bien baissé. Ici, on met pas le cours sur bénéfice, je sais pas pourquoi. Le rendement du dividende au prix actuel, c'est 6,30, je pense. À voir. Donc 0,85 euros par trimestre est multiplié par 4 et divisé par 53. Voilà. Donc la quatrième entreprise, Vinci. Donc on parle d'infrastructure, de construction, de tout ce que vous voulez. Ok, on veut bien Nvidia, AMD, c'est les entreprises populaires du moment, on en parle. Mais il faut aussi parler des infrastructures. Donc on a parlé de Schneider, on a parlé des infrastructures énergétiques totales. Mais il y a aussi Vinci. Vinci est une entreprise qui a beaucoup monté depuis le début de l'année par rapport à la stabilité politique en France et surtout le plan de relance allemand et toutes les reconstructions en Europe et en Asie, parce qu'ils sont exposés à l'Asie. Donc Vinci, il faut savoir que c'est Vinci Construction, que vous connaissez tous, donc grand projet de construction, des ponts, de tout ce que vous voulez. C'est des constructions d'autoroutes également, mais des concessions d'autoroutes à gérer. Donc voilà la liste des autoroutes qu'ils ont. Je peux vous dire qu'ils brassent beaucoup de pognon avec ça. C'est le secteur, enfin, c'est la partie la plus rentable de leur business. Mais aussi des concessions d'aéroports. Donc ils gèrent des trucs comme ça. Vous voyez, ça en jette. Mais aussi des concessions ferroviaires. Ils ont ça à gérer et à exploiter. Mais c'est aussi Vinci Énergie. Ils sont en train de faire l'installation des infrastructures et la numérisation de toutes les plateformes énergétiques en Europe. Ils ont aussi un petit service qui s'occupe des infrastructures énergétiques dans le nucléaire, qui est en forte croissance, dans le même domaine que SPI Energy, si vous connaissez. Donc le cours de bourse a bien monté depuis un an. Enfin, certes, pas beaucoup, depuis le début de l'année surtout, mais c'est une entreprise qui reste sous-évaluée. Price to earnings, c'est 15. Price to free cash flow, c'est encore moins. Ça doit tourner autour des 12. C'est une entreprise très, très rentable, sous-évaluée. Le seul risque qu'elle a, c'est le risque politique en France, si jamais on décide de nationaliser les autoroutes, tout ça. Mais l'État n'a pas les moyens de le faire. Vinci est une belle entreprise, bien gérée, exposée aux États-Unis, à tous les coins de la planète, Amérique du Sud, l'Asie. Donc, moi, j'adore cette entreprise. Je l'avais vendue. Mais j'hésiterai pas à remettre un billet dessus dès que j'en vois l'opportunité. Et puis la dernière entreprise, un petit peu moins connue du grand public, mais c'est une entreprise très bien. Jacquet Metal. Jacquet Metal, c'est une small cap, donc cap comme capitalisation, petite capitalisation. C'est une entreprise basée à Lyon. Elle cote 500 millions d'euros à peu près, donc même pas un milliard. Cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Comme le nom l'indique, comme le nom l'indique, il distribue du métal, de l'acier, de l'aluminium et du fer. C'est des distributeurs, ils gèrent la distribution à travers un maillage européen. Ils ont aussi une partie de leur chiffre d'affaires aux États-Unis et en Asie, mais la plupart de leur chiffre d'affaires c'est en Europe et leur débouché principal c'est l'Allemagne. Donc, qui dit infrastructure dit fer, qui dit plan de restructuration ferroviaire, plan de restructuration des infrastructures, plan de réarmement militaire européen dit acier, fer. Et cette entreprise, c'est la mieux positionnée pour en profiter. Certes, elle a des concurrents plus gros, mais cette entreprise, elle est, comment dire, elle est fondue dans le décor européen. Elle est maillée de façon à ce qu'elle puisse distribuer dans toute l'Europe en minimisant les coûts logistiques. Donc, le réarmement va lui profiter. La refonte des infrastructures, surtout en Allemagne, va lui profiter. Sur l'entreprise, pourquoi je vous ai mis le tableau ici, pas pour les autres? Parce qu'ici, je voudrais vous parler d'une petite subtilité. Donc, le PER, on peut voir 62. Le price to book, 66%. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, je vous explique. Ça, c'est une entreprise cyclique, mais pas comme Total. Elle est vraiment cyclique parce qu'elle distribue l'acier. Donc, elle doit gérer son stock. Quand ça ne se vend pas beaucoup, elle doit gérer le stock. Quand ça se vend très peu, quand ça se vend beaucoup, elle doit savoir gérer le fonds de roulement. Et quand ça se vend beaucoup moins, elle doit savoir gérer le free cash flow qui risque de devenir négatif. Donc,
66% de son actif, pardon, 66%, si on prend 1 euro de son actif tangible, en bourse, il n'est payé que 66 centimes. Donc ça veut dire qu'on est sous-évalué intrinsèquement. Donc pour 66 centimes, on achète 1 euro d'infrastructure et d'acier. Donc il faut comparer cette entreprise, sa capitalisation boursière, donc 430 millions, à deux choses, si on veut vraiment être puriste. À son actif tangible, c'est moins que 1, donc on est sous-évalué, et à ses stocks d'acier. Donc cette entreprise a valorisé moins que son stock d'acier. La décote est de 25% de mémoire. Raphaël, un YouTuber, je vais vous mettre son nom dans la description, a fait une vidéo pour en parler, qui s'y connaît mieux que moi sur cette entreprise. Donc cette entreprise magnifique, petite et qui a beaucoup de perspectives, est très sous-valorisée. Par contre, pourquoi le PER 62 ne me fait pas peur? Parce que justement, pour acheter une entreprise cyclique dans la distribution de matières premières, il faut viser deux choses. Il faut l'acheter quand le PER est au plus haut et quand le prix par actif tangible est le plus bas. Pourquoi? Parce que quand le PER est au plus haut, ça veut dire que le earning, donc le price to earning, le bénéfice est au plus bas. Et quand le bénéfice est au plus bas, c'est là le point bas en fait. C'est là où elle ne fait aucune vente. Et quand elle ne fait aucune vente, c'est qu'on est au creux du cycle. Si elle ne fait aucune vente et que de l'autre côté, ses actifs sont là et que ces actifs valent des choses dans le marché et qu'on est prêt à les payer très peu, c'est là où il faut y aller. Parce que si on attend le retour de la hausse des matières premières et des ventes, tout ça, on va être dans un PER de 2. Sauf qu'un PER de 2 ne veut absolument pas dire que nos actifs sont... un PER de 2 ici ne veut absolument pas dire qu'on est sous-valorisé. Parce qu'un PER de 2 ici veut juste dire que le earning est exceptionnellement haut par rapport au prix. C'est pour ça qu'on a un price to earning très bas. C'est comme ce qui s'est passé avec Stellantis. Elle avait un PER de 3. Tout le monde disait c'est sous-valorisé. Par contre, les earnings de Stellantis, les bénéfices étaient exceptionnels. Elle ne pouvait pas faire ça sur le long terme. C'est pour ça que c'était chelou et que c'était survalorisé même avec un PER de 3. Donc, la technique pour gérer et valoriser les entreprises cycliques, c'est justement le PER haut et le PBR, le Price to Book Ratio, le prix par actif tangible, le plus bas. Donc, combinez ces deux-là et vous aurez une sorte de point bas qui n'est pas à tous les coups sûr parce qu'elle peut faire encore pire l'année prochaine, mais en gros, si l'entreprise est qualitative et si la matière première sert dans l'industrie, c'est une sorte de point bas. Et du coup, bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais cultivez-vous par rapport à ça, faites des recherches et puis vous allez voir que c'est comme ça que ça marche. Le prix, il a déjà commencé à monter depuis les annonces en Allemagne depuis le début de l'année, mais c'est toujours très sous-valorisé et c'est une entreprise qui gère très bien le capital. Donc, les 5 actions que je voulais vous montrer, c'était cela. Une petite parenthèse que je vais ouvrir sur un truc qui s'est passé vendredi soir. Je vais faire une vidéo demain ou après-demain qui ne parle que de ça, mais je vous en parle un petit peu quand même. Non, c'est là. Donc, Moody's, c'est une entreprise qui fait le rating, le credit rating, c'est des notations de crédit. Donc, eux, ils prennent les crédits des entreprises ou des gouvernements, ils les notent, si c'est risqué, pas risqué, etc. Et du coup, Moody's, comme S&P et d'autres, a rétrogradé la note de la dette des États-Unis. Elle a rétrogradé la dette des États-Unis d'une façon négative, bien évidemment. Elle est passée de AAA, donc la note parfaite, à AA1. AA1, ça veut dire qu'on n'est pas parfait. Et du coup, le statut de la dette américaine, comme quoi c'est l'actif sans risque, commence à peser par rapport aux institutionnels. Parce que les institutionnels, ils s'en foutent du pays, tout ça. Ils regardent la note. T'as AAA, on te donne. On t'achète. T'as AA, on t'achète moins, on peut pas mettre plus de tel et tel pourcentage de nos fonds sur cet actif. C'est comme ça que ça marche chez eux. Et du coup, qu'est-ce que ça va créer, cette rétrogradation? Ben justement, ça va faire monter les taux d'intérêt. Ça va faire monter les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qu'on sera prêt à attendre d'une dette aussi risquée seront plus hauts, ce qui est naturel. On avait un risque, par exemple, on demandait 4,5 pour avoir de la dette US. Maintenant qu'elle est plus risquée selon toutes les agences, on en demandera plus. Donc les taux d'intérêt à 10 ans vont monter. Les taux d'intérêt à 10 ans vont monter. Ça va créer une pression sur les entreprises de croissance qui ne font pas de bénéfices maintenant. Parce que les fonds, ils vont se dire,
Nous, on attend du 5% sur, je sais pas, Palantir d'ici 10 ans, alors que tout de suite, là, tout de suite, maintenant, on a du 5% sur de la DTUS. Pourquoi s'en priver? On vend nos Palantir, on vend nos Microsoft, nos Amazon, et on va mettre nos billes dans la DTUS. Et donc, ce transfert des actifs très risqués de croissance à faible rendement aux actifs à taux garanti avec très haut rendement va faire baisser les taux et va faire cracher les marchés. Donc c'est ce qui risque de se passer la semaine prochaine. Je vais faire une vidéo que pour ça. Et puis j'ai mon Twitter préféré, ce mec, Michael Gayed. Gayed, c'est un mot arabe en égyptien qui veut dire good man. Donc il dit falling yields, results of equity crash. En mode, les taux vont rebaisser après une montée fulgurante. Ça sera le résultat d'une hécatombe sur les marchés. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, le transfert qui fait baisser les taux d'intérêt, parce que tout le monde va commencer à s'arracher les 5% de la DTUS, ça va devenir 4.8, 4.7, 4.6, ça va rebaisser et puis ça va créer un transfert qui va faire baisser les marchés financiers. Donc j'ai juste ouvert la parenthèse, je vais en parler dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre vos commentaires si jamais vous avez des remarques. Et puis voilà, je suis à l'écoute de toute remarque et de tout sujet que vous voulez qu'on traite ensemble. Merci beaucoup et à bientôt.